Je m'appelle Mireille Blais. J'ai 65 ans et jusqu'à récemment, j'étais infirmière en chef dans une unité de soins longue durée à Belle-Rivière, près de Montréal. J'ai consacré plus de 40 années de ma vie à soigner les autres. Mais aucune de ces années ne m'a autant façonnée que celle où j'ai commencé à élever mon neveu, Hugo. Il est entré dans ma vie alors que j'avais seulement 20 ans, fraîchement diplômée de l'école d'infirmière, avec encore des dettes étudiantes sur le dos et aucune idée claire de ce que je voulais devenir. Ma sœur aînée, Cécile, me l'avait confié pour le week-end, le temps de régler des affaires à Toronto. Ce week-end a duré toute une vie. Elle n'est jamais revenue. Je revois encore cette soirée. J'étais dans l'embrasure de la porte de mon minuscule studio, un petit garçon dans les bras, les joues tachées de chocolat, les yeux verts pleins de peur, pleurant jusqu'à s'endormir parce que sa mère n'était pas revenue. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse, à lui et à moi, que jamais je ne l'abandonnerais. Pas comme ça. Je n'avais pas grand-chose à lui offrir, mais j'allais tout lui donner. Cette promesse a guidé chacune de mes décisions pendant plus de 40 ans. J'ai refusé une bourse de recherche à Vancouver. J'ai décliné un poste avec Médecins sans frontières qui m'aurait envoyé en Afrique de l'Est. Et j'ai mis fin à mes fiançailles avec un homme que j'aimais sincèrement, Jérôme, parce qu'il ne voulait pas élever un enfant qui n'était pas le sien. Certains disaient que j'étais trop tendre, trop émotive. Mais pour moi, Hugo était mon monde. Quand il a fait ses premiers pas, quand il a ramené son premier test de dictée, quand il m'a appelée maman par erreur en maternelle, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Je travaillais de nuit pour être présente le jour. Je sautais mes vacances pour pouvoir lui offrir une raquette flambant neuve ou l'inscrire à un camp scientifique. Chaque fois qu'il avançait, j'avais l'impression de gagner moi aussi. Il était intelligent, ambitieux. Chaque soir, je lui chuchotais avant de l'endormir. « Tu deviendras quelqu'un d'exceptionnel et je serai là pour t'applaudir. » Je le pensais sincèrement. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il y croyait aussi. J'étais convaincue que l'amour, l'effort et le dévouement suffisaient toujours. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'un jour, ce même petit garçon qui m'embrassait fort en disant que j'étais sa héroïne me regarderait dans les yeux et me traiterait de fardeau. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà été mis de côté après avoir tout donné. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, parce que je me demande encore si ce genre de trahison familiale, c'est un truc isolé ou si ça arrive partout. Hugo a excellé à l'école. Au lycée, il était premier de la classe, capitaine de l'équipe de débat et déjà promis à une grande université. J'étais fière de lui, vraiment fière. Chaque mention, chaque prix me faisait l'effet d'une récompense personnelle. Quand il a été accepté à l'université Saint-Antoine, j'ai fêté ça en préparant sa tarte au citron préférée, en pleurant de joie dans ma cuisine. Mais la bourse ne couvrait pas tout. Le logement, les livres, les frais cachés de la vie étudiante, tout ça restait à ma charge. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai travaillé plus. J'ai pris des doubles shifts. J'ai tiré un trait sur mes besoins. J'ai vidé une partie de mon modeste fonds de retraite pour qu'il puisse continuer. 4 ans plus tard, quand il a été admis à la faculté de droit de l'Institut Marceau, j'ai su que nous arrivions à une nouvelle frontière. Les frais étaient astronomiques. Même avec des prêts et des aides, il restait des trous. Je me suis assise à ma table de cuisine, devant une vieille photo noir et blanc de mes parents devant leur ferme à Rivière-du-Chêne. Cette maison, c'était tout ce qu'ils m'avaient à laisser. Mon seul héritage. Je l'ai vendu. L'argent est allé directement dans un fonds pour couvrir les frais de vie de Hugo à Québec. Je me suis dit, c'est ça l'amour. Et à ce moment-là, c'était vrai. Il a fini parmi les meilleurs de sa promotion. Je suis allée à la cérémonie avec une robe que j'avais économisée pendant des mois pour m'offrir. Quand il m'a prise dans ses bras, les larmes aux yeux, il m'a dit « Tout ce que je suis, c'est grâce à toi, tante Mireille. Je te promets que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. » Cette phrase m'a accompagnée pendant des années. Après ses études, Hugo a épousé Julie-Marie Bollac, la fille d'un ancien député influent. Elle était brillante, issue d'une vieille famille fortunée, avec des connexions politiques et des goûts très précis. Leur mariage ressemblait à un gala, robe longue, quatuor à cordes, fontaine de champagne. Moi, j'étais assise à une table éloignée, souriante, mais invisible. Quelques mois plus tard, ils m'ont proposé d'emménager dans le pavillon de leur propriété à Saint-Maurice-sur-le-Lac. « Arrête de travailler autant, m'a dit Hugo. Viens vivre chez nous.
Économise ton argent. Quand tu seras prête à prendre ta retraite, on s'occupera de tout. J'ai voulu le croire, mais j'ai gardé mon poste d'infirmière. Par fierté, sans doute, mais aussi parce que j'aimais profondément ce que je faisais. J'étais connue pour m'occuper de patients âgés exigeants, souvent issus de familles influentes. Des gens qui avaient besoin de plus qu'un traitement médical. Ils avaient besoin d'écoute, de dignité, de présence. Ma dernière patiente, c'était Eliane Martel, une riche veuve discrète que tout le monde semblait avoir oubliée. Je suis devenue plus que son infirmière. J'étais son amie. On passait des après-midi à boire du thé, à jouer aux échecs. Elle me disait souvent « Tu es la seule qui me voit. Pas mon argent. Moi. » Je n'ai compris que bien plus tard à quel point elle le pensait. Au printemps de mes 65 ans, la direction de la clinique Montbrun m'a convoquée. Un mot, réorganisation. Ils ont appelé ça une opportunité, mais en vérité, après 45 années passées au chevet des autres, on m'écartait sans ménagement. Je suis sortie de cette réunion comme sonnée, les mains crispées sur le volant alors que je rentrais. Je ne cessais de répéter dans ma tête comment j'allais l'annoncer à Hugo, que je n'avais plus d'économie, que ma pension serait maigre, que j'avais besoin d'aide comme il me l'avait promis. En entrant chez eux, je les ai trouvés tous les deux dans la cuisine, Hugo et Julie-Marie, un verre de vin à la main, pendant que la gouvernante préparait le repas. Leurs jumeaux, inscrits dans un internat hors de prix en Suisse, n'étaient pas là. J'ai pris place au comptoir, tentant de garder ma voix calme. « Hugo, je dois te parler. L'hôpital me pousse vers la sortie, je vais devoir prendre ma retraite. » Ils n'ont rien dit tout de suite. Puis Hugo a jeté un regard à sa femme. Elle a hoché la tête, comme s'ils s'étaient déjà mis d'accord. « C'est un mauvais timing, a-t-il lâché. Justement, on voulait te parler du pavillon. Mon cœur s'est mis à cogner. Qu'est-ce qu'il a, le pavillon? On va le transformer en bureau. Je suis sur le point d'être nommée associée, et faire la navette me coûte trop. Et avec les enfants qui rentrent cet été, on aura besoin de place. J'ai eu un moment d'hébétude. Donc je dois partir. Julie-Marie a posé son verre avec un calme glacial. On a couvert tes frais de logement alors que tu tenais à continuer de travailler. On pensait que tu économisais pour t'installer ailleurs. J'ai voulu rire, mais rien n'est sorti. Économiser avec un salaire d'infirmière, après des années de sacrifices, de nuits sans sommeil et de cadeaux pour 2 adolescents qui me saluaient à peine. Je n'ai pas d'économie, j'ai murmuré. Tout est allé dans les études de Hugo, ses frais, son avenir. J'ai même vendu la maison familiale. Hugo s'est raclé la gorge, a sorti son téléphone. Il y a une résidence pour personnes âgées à une 40aine de minutes d'ici. Les loyers sont abordables. Ils ont un programme d'échange. Tu travailles un peu à la clinique et tu pèses moins cher. Je l'ai regardé fixement. Tu veux que j'aille vivre dans un centre pour retraités, après avoir passé ma vie à y travailler pour les autres? C'est une solution raisonnable, a dit Julie-Marie. Beaucoup de gens de ton âge s'en contenteraient. Tu as toujours été pragmatique, a ajouté Hugo. Mais d'un point de vue financier, tu représentes une charge. Une charge, c'est le mot qu'il a utilisé. Une vie entière de dévouement, d'amour, d'abandon pour lui, réduite à une ligne dans un budget. Combien de temps j'ai demandé. 2 jours. Il a répondu en baissant les yeux. Les travaux commencent lundi. Je peux t'aider à faire tes cartons. J'ai hoché la tête, comme un automate. J'avais imaginé une autre fin pour ma carrière. Pas une éviction. Mais en regagnant le pavillon, j'ai senti quelque chose se briser en moi, puis se reformer, plus dur, plus clair, plus solide. Il croyait me jeter à la poubelle. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. J'ai emballé mes affaires sans un mot. Cet endroit qui avait été mon refuge était devenu une scène vide. J'ai emporté peu de choses. Une valise, mes certificats d'infirmière, un vieil album photo que j'avais créé pour Hugo quand il était petit. Il ne l'avait jamais emmené à l'université. Je l'avais gardé. Je me suis installée dans un motel en bordure de l'autoroute 17. L'endroit sentait la moisissure et la résignation. Le papier peint se décollait. La couette semblait dater d'avant ma naissance. J'ai payé 2 semaines d'avance. Après ça, je n'avais plus de plan. Les premiers jours, je suis restée recroquevillée dans ce lit, sans manger. Je repassais en boucle la scène avec Hugo et Julie-Marie. Où est-ce que j'avais échoué? Était-ce ma faute? Avais-je trop donné? Avais-je confondu devoir et amour? Puis, le 4e jour, mon téléphone a sonné. Une voix douce s'est présentée. Claire Delorme,
avocate. Elle représentait la succession d'Eliane Martel. Mon cœur s'est serré. Elle est décédée? Oui, la semaine dernière, paisiblement dans son sommeil. Je me suis sentie coupée du monde. On ne m'avait même pas prévenue. Claire a poursuivi. Madame Martel a rédigé un testament. Vous y figurez comme bénéficiaire principale. Je n'ai pas compris. Mais pourquoi? Elle a marqué une pause. Je cite, pour la femme qui n'a jamais rien demandé et a tout donné. Silence. Puis elle a ajouté, elle vous a légué 12 millions d'euros. 12 millions. Un chiffre irréel. Claire m'a assuré que le montant était déjà placé dans une fiducie. Je pouvais venir quand je le souhaitais. J'ai raccroché. Et j'ai éclaté de rire. Un rire nerveux qui s'est transformé en larmes. Il m'avait jeté comme une vieille serviette. Et c'est une femme que tout le monde avait ignorée qui m'a offert ce que seule la reconnaissance véritable pouvait construire. J'étais libre. Pas abandonnée. Libre. Le lendemain matin, j'ai quitté le motel avant le lever du jour. Je n'ai pas prévenu Hugo, je n'ai prévenu personne. J'ai pris mes affaires, commandé un taxi et j'ai posé mes valises à l'hôtel Léonard, en plein centre-ville. Ce n'était pas une question de luxe. C'était une manière de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis trop longtemps. La dignité. J'ai pris de longs bains. J'ai dégusté le petit déjeuner au lit. J'ai dormi sur des draps qui ne sentaient ni le chlore ni l'usure. Et pour la première fois depuis mon départ forcé de la clinique, mes pensées sont devenues claires. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Claire Delorme pour déjeuner. Elle était chaleureuse, directe, et m'a traitée avec un respect que je n'avais pas ressenti depuis des années. Devant un café, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Vous avez offert à quelqu'un ces dernières années avec tendresse et humanité. Ce legs, ce n'est pas juste de l'argent. C'est un message. Cette phrase m'a accompagnée longtemps. J'ai engagé un conseiller financier, un certain Gérard Talbot, un ancien client d'Eliane. Il parlait simplement, ne cherchait pas à me vendre des placements risqués, et ne s'est pas offusqué quand je lui ai dit que je ne voulais ni yacht ni résidence secondaire à l'étranger. Je veux la paix, je lui ai dit, la stabilité et de quoi respirer. Gérard m'a aidé à organiser une vie modeste et confortable. De quoi vivre sereinement jusqu'à la fin de mes jours, tout en gardant une marge pour faire du bien autour de moi. L'idée de cela me rendait plus heureuse que n'importe quelle croisière ou bijou hors de prix. J'ai commencé à chercher une maison. Les agents immobiliers me proposaient des villas clinquantes, des lofts tout en verre, des penthouses froids et impersonnels avec des piscines sur le toit. Rien ne me parlait. Puis, un mardi pluvieux, je l'ai trouvée. Une maison de plain-pied, 3 chambres, nichée dans une petite rue paisible près du parc de Lille. Des volets blancs, une grande véranda, un jardin avec des lilas. Le genre d'endroit où les carillons teintent au vent et où les livres trouvent naturellement leur place sur les rebords de fenêtres. Je l'ai acheté immédiatement. Ce soir-là, debout dans le salon vide, j'ai ressenti un basculement. Cette maison ne représentait pas la fuite. Ce n'était pas une revanche. Elle m'appartenait. Pleinement. Librement. J'ai repeint les armoires de la cuisine en jaune pâle. J'ai transformé une des chambres en bibliothèque avec des étagères jusqu'au plafond. J'ai trouvé un vieux piano d'occasion, un peu désaccordé, et j'ai recommencé à jouer. Après 40 ans, j'ai appris à cuisiner pour une seule personne sans tristesse. J'ai adopté un chien âgé, un vieux bulldog prénommé Pilou, qui ronfle plus fort qu'un orage et me suit partout comme mon ombre. Mes matins commencent avec une tasse de thé devant la fenêtre. Mes soirées se terminent dans la gratitude. Pour une fois, ma vie ne tournait plus autour des besoins des autres. Et dans ce calme retrouvé, j'ai découvert quelque chose de profond. J'aimais celle que je devenais quand je n'étais plus exploitée. Environ 1 mois après mon emménagement, Hugo a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message. Puis 2, puis 5. Son ton a changé. Il est passé de la politesse glacée à une sorte d'urgence, presque de panique. Apparemment, la presse avait eu vent du testament d'Eliane Martel. Un article dans un journal local parlait d'une infirmière discrète héritant de la fortune d'une mécène oubliée. Il n'y avait pas de photo, mais Hugo savait. Il a toujours su flairer l'argent. Un matin, il s'est présenté devant chez moi. Costume impeccable, visage tendu, feignant la compassion. « Tante Mireille, a-t-il commencé, je suis tellement désolé. On ne voulait pas te blesser. On était sous pression. Entre la santé du père de Julie-Marie et les travaux, j'ai levé la main.
Je ne suis pas là pour refaire l'histoire, ai-je dit. Je veux juste une chose. Il a cligné des yeux. Laquelle? Je veux que tu signes un document dans lequel tu reconnais que j'ai payé pour ton université, ta faculté de droit et l'apport pour ta maison. Je veux une reconnaissance écrite, notariée. Il avait l'air pris de court. Pourquoi c'est important? Parce que je ne veux pas qu'un jour tes enfants grandissent avec une histoire modifiée. Je veux que la vérité existe quelque part, sur papier. Il m'a fallu quelques jours, mais j'ai reçu la lettre, signée, tamponnée, légale. Je n'ai pas demandé la maison. Je n'ai exigé aucun remboursement. Ce n'était pas une affaire d'argent. C'était une question de dignité, de vérité. Et je l'avoue, une fois qu'il est parti, je me suis assise sur ma balançoire de Porsche et j'ai pleuré. Pas parce que je regrettais, mais parce que j'ai compris que le petit garçon que j'avais élevé n'était plus là, et qu'il ne reviendrait jamais. Il fallait que je fasse le deuil. Pas seulement de lui, mais aussi de l'idée que je m'étais faite de nous deux. Mais comme souvent dans la vie, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est arrivé un dimanche calme. Je m'occupais des hortensias dans le jardin quand j'ai entendu une voix douce derrière la grille. « Excusez-moi, vous êtes bien, Mireille ?» Je me suis retournée. Une adolescente d'environ 16 ans, longue chevelure brune, regard intense. « Je m'appelle Lila, a-t-elle dit. Je suis la fille de Hugo, votre petite fille. » Mon cœur s'est arrêté un instant. « Oui, ma chérie, je sais qui tu es. » Elle a hésité, puis elle a ajouté « Papa dit qu'on ne doit pas vous parler. Mais j'ai trouvé l'album photo, celui que vous aviez fait pour lui, et les lettres aussi. » Elle a respiré un grand coup. « Je veux entendre votre version. » J'ai souri, les larmes aux yeux. « Alors entre, Lila. J'ai attendu longtemps que quelqu'un pose enfin la question. » Elle est revenue tous les dimanches. D'abord, on s'asseyait simplement sur la terrasse. Elle m'écoutait. Elle posait des questions qu'aucun adulte ne m'avait jamais posées. Des questions vraies, honnêtes. Elle comprenait ce que signifiait renoncer à une vie entière pour un enfant qu'on n'a pas mis au monde. Parfois, elle pleurait en m'écoutant. Je lui ai raconté les sacrifices, les rêves abandonnés, les choix impossibles. Et ce petit garçon qui m'appelait maman avant de m'effacer de sa vie. Un après-midi, elle a murmuré « Je croyais que papa était différent. » Mais il parle de l'argent comme si c'était la seule chose qui comptait. Quand j'ai vu ses photos, les crêpes, les balades, le camping, j'ai compris qu'il avait eu quelque chose de précieux et qu'il l'a laissé pourrir. Je ne l'ai pas contredite. Je ne l'ai pas défendue. J'avais passé trop d'années à protéger Hugo de la vérité. Cette fois, je me suis tue. Je lui ai demandé de me parler d'elle. Lila m'a alors confié qu'on l'obligeait à postuler dans une école de commerce dont elle ne voulait pas. Que son rêve, à elle, c'était de devenir infirmière. Comme moi. Elle faisait du bénévolat dans un centre de soins palliatifs, en cachette. Parce que chez eux, la médecine était vue comme une carrière de service, pas de prestige. « Je veux aider les gens », a-t-elle soufflé. « Je veux être quelqu'un comme vous. » J'ai eu un nœud dans la gorge. Cela faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas regardée avec admiration. J'ai pris sa main. « Alors fais-le, et n'écoute jamais ceux qui voudraient t'éloigner de ta propre vérité. » Une semaine plus tard, elle est revenue avec une enveloppe. Une lettre d'acceptation au programme d'infirmière de l'Institut Sainte-Claire. Elle ne l'avait pas dit à ses parents. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait seulement besoin d'un coup de pouce. Et je le lui ai donné. J'ai payé ses frais de scolarité, acheté ses manuels et lui ai trouvé une petite voiture d'occasion en parfait état. Elle a fondu en larmes dans mes bras quand je lui ai tendu les clés. « Vous êtes la seule à croire en moi », a-t-elle dit. « Non », je lui ai répondu. « C'est toi qui as cru en toi. Moi, je n'ai fait que t'en rappeler le droit. » Dans les mois qui ont suivi, Lila a fleuri. Ses notes étaient excellentes. Sa confiance aussi. Elle venait souvent, pas juste pour étudier, pour rire, cuisiner, regarder le soleil se coucher derrière les lilas. Un soir, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Vous n'avez pas perdu votre famille, Mireille. Vous n'aviez juste pas encore trouvé la bonne branche. » Elle avait raison. En Lila, je n'avais pas seulement trouvé une petite fille. J'avais trouvé une continuité, un avenir. Quelque chose qui ne reposait plus sur la douleur ou le sacrifice, mais sur le choix, l'honnêteté, et cet amour discret qui ne réclame rien, mais offre tout. Un an après mon expulsion du pavillon, je me suis retrouvée debout, devant un micro, à la soirée annuelle de la Fondation Martel. Jamais je n'aurais imaginé vivre un tel moment. Robe bleu nuit, cheveux relevés,
je m'adressais à un public de médecins, de mécènes, de jeunes soignants. Grâce au legs d'Eliane, j'avais rejoint le conseil d'administration. Ensemble, nous avions orienté des millions vers les hôpitaux de campagne, les bourses de reconversion, les soins de proximité. Ce soir-là, j'ai lancé officiellement la bourse Mireille Blais, destinée à celles et ceux qui, après une vie à s'occuper des autres, souhaitaient enfin devenir infirmiers ou infirmières. La salle s'est levée. Les applaudissements m'ont submergée. En première ligne, Lila pleurait de joie. Elle venait de terminer son premier semestre avec les félicitations du jury. Après la cérémonie, elle m'a prise par le bras et m'a dit « Vous savez ce qu'il y a de mieux ? Papa a vu l'article. Il m'a demandé pourquoi votre nom était sur une bourse. Je lui ai répondu « Parce qu'elle l'a mérité. » Puis je suis partie. J'ai souri. Pas par vengeance, mais parce que, pour la première fois, j'ai senti quelque chose se poser en moi. Pas de la colère, pas de la rancune, de la paix. Les appels de Hugo se sont espacés. Ses messages ont cessé. Il s'est effacé, doucement. Il n'était plus le centre de mon univers. Juste un nom du passé. Et c'est ça, je crois, la plus douce des revanches. Un après-midi, j'ai pris le bus jusqu'à l'adresse que j'avais autrefois aidé à financer. La maison de Hugo. Celle où je croyais qu'on veillerait sur moi quand viendrait le temps du repos. Les lilas que j'avais plantés avaient disparu. La terrasse penchait. L'âme du lieu semblait dissoute. Et j'ai ressenti rien. Ni tristesse, ni regret. Juste une lucidité froide. On pense souvent que la revanche, c'est faire payer l'autre. Mais la vraie revanche, celle qui transforme, c'est de vivre mais si pleinement que leur absence devient une bénédiction. Je n'ai pas seulement survécu à l'abandon, je l'ai transcendé. Aujourd'hui, je me réveille au chant des oiseaux. Je prépare mon petit déjeuner pendant que Pilou ronfle sous la table. Je joue du piano avec des doigts, qui retrouvent lentement leur souplesse. Je ne tremble plus à cause du stress, mais parce que je retrouve des accords oubliés. Lila vient chaque dimanche. Parfois, elle apporte un gâteau. Parfois, elle ne dit rien. Elle s'assoit simplement près de moi et on regarde le ciel changer au-dessus des lilas. Il y a de la beauté dans le silence quand on n'a plus rien à prouver. Je ne suis plus celle qu'on exploite. Je ne suis plus l'ombre utile d'une famille brillante. Je suis moi, pleinement. Et à toutes celles et ceux qui ont été utilisés, ignorés ou jetés comme des objets qu'on n'a plus besoin de garder, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas jetables. Jamais. Et parfois, ceux qui vous rejettent sont ceux qui vous libèrent. Ce n'est pas une chute, c'est un envol. Vous n'avez pas échoué, vous avez été libéré. Ce que j'ai construit depuis cet instant, ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Discrète, inébranlable, et personne ne pourra jamais me la retirer. Si cette histoire vous a touché au bon moment, si vous avez déjà tout donné pour quelqu'un qui vous a ensuite tourné le dos, si on vous a fait croire que votre valeur dépendait de ce que vous pouviez offrir, alors retenez ceci. Ce n'est pas en criant qu'on reconquiert sa place. Parfois, c'est en se reconstruisant, tranquillement, avec dignité, qu'on réécrit toute l'histoire. Et si ce genre de récit vous parle, si vous voulez entendre d'autres histoires vraies de femmes qui ont repris leur vie en main, alors abonnez-vous. Cette chaîne est faite pour celles qu'on a sous-estimées, mais qui savent exactement ce qu'elles valent.